Cromwell, bonjour. Merci d'être venu avec Giuseppe Catmalou. Anita Bomba, c'est un amour de jeunesse qui revient te draguer? Ouais, c'est surtout 15 ans de galère qui sont enfin terminés. Voilà. Donc j'ai réussi à récupérer les droits d'Anita Bomba et j'ai décidé de créer une boîte qui s'appelle Weekend on Mars avec Eric Gracien et Catmalou qui nous a aidé dans le montage de cette opération. Voilà. Et pour s'occuper des droits d'Anita Bomba, voilà, les protéger, etc. Et pouvoir faire enfin ce qu'on avait envie de faire. Et le rêve étant d'arrêter les albums franco-belges, enfin en tout cas le format, et taper dans le comics, qui est là vraiment... C'est beaucoup plus... C'est dans la continuité un peu du dernier des Mohicans, enfin au niveau narration, quoi, en fait. Voilà. En fait, c'est une narration plus souple que ce que tu peux trouver dans le format franco-belge. Oui, puis t'es pas dans le 3 voire 4 Bordeaux, et tes cases sont aussi grandes finalement que dans un franco-belge, mais ta narration est beaucoup plus directe, quoi. T'es plus dans le temps réel, en fait. Voilà. Alors, à la lecture d'Anita dans le format comics, moi j'ai l'impression que c'est presque un laboratoire, quelque part. Un album qui oscille entre des crayonnés, puis des planches super, t'as presque l'impression d'avoir du 3D sous les yeux. Est-ce que c'est ton envie là de tester les choses, d'essayer? Ouais, totalement. En plus, avec Giuseppe, quand je lui ai dit on fait un comics et suite au artbook qu'on avait fait ensemble, on a décidé à ce moment-là de faire ce comics, mais on avait plein de choses à trouver, quoi. Enfin, on voulait chercher, et donc ça. Du coup, on a décidé de faire une espèce de laboratoire permanent avant que l'album sorte. Et c'était aussi pour que le lecteur n'attende pas trop, en fait, trop longtemps la sortie d'un album. Et puis il fallait s'occuper d'Anita Bomba tout de suite, quoi. Parce que dès le moment où j'avais récupéré les droits, ça faisait 6 ans qu'il se passait plus rien. Donc du coup, il fallait absolument sortir quelque chose. Donc ça a été ça, c'est une espèce de truc dans l'urgence, présenter le personnage au public qui ne le connaît pas, remettre les lecteurs dans le personnage pour ceux qui le connaissaient, enfin, etc. Et puis surtout faire une nouvelle histoire. Parce que c'était pas la peine de retirer tout de suite les albums précédents, donc les 5 albums précédents, et que ça servait à rien, en fait, de faire ça. Moi je suis un peu contre ça. Ça n'empêche qu'on va les remonter format comics et qu'on en fera quelque chose de ces 5 premiers albums. Ça faisait partie de mes questions aussi, effectivement, si tu allais les ressortir, parce qu'il y a plein de gens, ils sont épuisés. Voilà. Il y a plein de lecteurs qui aimeraient bien, qui ont retrouvé le 1, le 2, le 3, et qui n'arrivent pas à remettre la main sur le 4, le 5. Donc effectivement, c'était de savoir si tu relancerais et sous quelle forme. Et le plaisir aussi, c'était le fait de faire ça en noir et blanc, en tout cas pour le comics, parce qu'après par la suite l'album sera en couleur. Mais le noir et blanc, c'est revenir à du Milton Caniff, ou du Spirit de Will Eisner ou autre. L'ancrage, quoi. L'ancrage, quoi. Ce qui n'a pas été une mince affaire pour moi, puisque je n'avais pas touché à l'ancrage depuis plusieurs années. Donc voilà. Mais c'est un vrai plaisir de reprendre ces personnages
Et voilà, de travailler en collaboration avec Pierre Palou et Giuseppe. Vous êtes issus d'univers complètement différents. Comment s'est fait la rencontre? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés sur ce projet d'Anita Bomba, le retour de l'emmerdeuse? Je sais pas, Katmalou peut-être? On s'est retrouvés parce que déjà il nous a demandé de travailler avec lui sur ce projet-là, et puis qu'on avait déjà en tout cas tous les deux, on avait déjà des collaborations étroites de travail. Magnifique, dernier des Mohicans. Merci. Et du coup, même si c'était pas un univers qui était naturel pour moi que de plonger dans la science-fiction, j'avais déjà l'expérience de travailler avec lui, et à travers laquelle j'avais énormément appris de choses. Et relever un nouveau défi avec lui, je me disais que de toute façon ça ne pourrait encore qu'être quelque chose d'étrange, de fougueux et de difficile, et donc ça me plaisait. Donc tu coécris maintenant les nouvelles aventures d'Anita, notamment tu es chargé de l'édito. Est-ce que c'est facile d'entrer dans sa tête? Non. Non, c'est pas facile du tout d'entrer dans la tête de Cromwell. D'ailleurs, en général, sur tous les premiers jets que je fais, je me plante lamentablement. Donc j'appelle ça une évacuation des eaux usées. Et après, c'est là où c'est juste un peu la magie de cette rencontre-là, en tout cas, c'est que à force de travailler ensemble, en tout cas, il a vraiment appris aussi à me connaître, autant que j'ai appris à le connaître sur le champ du domaine artistique, en tout cas. Et qu'il sait venir exactement chercher ce que je peux donner et que moi-même je ne sais pas, en gros. Et du coup, je découvre des choses incroyables que j'arrive à sortir, donc du coup, après, je suis contente. L'écriture, elle vient de plus en plus facilement ou pas? Parce que c'est un style très très particulier. Ouais. Non, pour moi, l'écriture, de toute façon, c'est un éternel travail, donc il n'y a aucune facilité, et puis si c'était une facilité, je n'irais pas là-dessus. Non, au contraire, et puis même dans mes autres travaux d'écriture, je ne reste jamais sur des acquis de style, de format, de forme. Voilà, au contraire. Giuseppe, alors toi tu interviens, je dirais, dans la deuxième partie en fait du comics, avec une histoire de pirate. Ouais, en quelque sorte, ouais. Très très sombre. Alors le lien avec Anita, c'est que les pirates c'est pourvoyeurs d'un produit très très spécial. Écoute, déjà c'est le postulat, c'est quand même l'aventure quelque part, quoi. Enfin tu vois, là on fait c'est l'aventure, on est sur ce terrain là, quoi. Donc là l'idée, quand on a démarré le comics avec Rome, le premier, tout ça, moi je m'occupe de la maquette, enfin on fait toute la fusion graphique et tout. Mais Chrome il voulait que je fasse aussi des pages, il voyait le dessin que j'avais à côté. Et en fait j'ai repris une vieille série que je bosse sous plein de formes en fait depuis longtemps. Et j'ai réattaqué sous ce jour-là, qui est nouveau en fait pour moi. Je découvre au fur et à mesure des planches, et puis des numéros, quoi. Et ça se met en place, ça se remet en place, tu vois, voilà. Donc en fait, c'est vraiment un travail d'équipe totale. Total, ouais. Une fusion sur l'album. On n'a pas Didier Cromwell qui écrit une partie, Giuseppe qui en écrit une autre, en fait. C'est vous trois. Edith aussi intervient. C'est un vrai boulot, comme il peut se passer dans un magazine. On avait envie de cette ambiance de rédaction, de journal en fait. Ça nous manque en fait. Bien s'entendre. En fait, avec Giuseppe, il n'y a eu aucun problème en fait. Notre première rencontre, elle s'est faite. En fait, c'est comme si on se connaissait depuis des années. C'est à se demander pourquoi Giuseppe n'était pas à Asylum, l'atelier qu'on avait fait avec Reif Kwak, Kistler, et puis tous les satellites, Edith, etc. Et donc Giuseppe avait une vision, graphiquement parlant, on avait le même
on avait la même vision du graphisme. Du graphisme, à traiter le noir et blanc et la trame, les typos, enfin, tout ça on se rejoignait complètement, quoi. En fait, il y a aussi, c'est vrai que dans le fonctionnement global, on a la petite métaphore du groupe, du band graphique, tu vois, du groupe graphique, comme ça, un groupe de Z graphique, tu vois. Tout le monde joue ensemble. Au même moment. J'allais faire le rapprochement avec un certain groupe. Et en fait, c'est ça. Et puis, c'est vrai que ça brainstorm pas mal tout le temps. En fait, dès qu'on discute, qu'on est au téléphone ou autre, on s'interroge, on a toujours des idées, etc. Ce qui fait qu'en fait, tout le monde est vachement... On est naturellement dans une forme d'impro, quoi. Sauf que tu le vois pas forcément parce c'est assez carré le résultat. Mais en fait, le mode de boulot, il est assez comme ça, quoi. Un peu sur la ligne de feu, quoi, tout le temps et dans l'impro, quoi. Alors en termes de graphisme, vous utilisez quels outils? Parce que là on est loin du dernier des Mohicans, ça n'a strictement plus rien à voir avec ta peinture. Vous adaptez la même chose, j'ai l'impression? Non? Alors ce qui s'est passé sur ce numéro particulièrement, le 1, là, après le numéro 0, c'est que bon, je faisais mes planches, voilà, à un moment donné il a fallu que je fasse mes planches, le scénario était là, donc j'attaquais le noir et blanc, bien sûr, voilà, et quand on est arrivé au montage du final, moi je suis un féru de trame, j'adore la trame. La trame comme Wallace Wood l'a utilisée, ou les Américains les ont utilisés. Et il s'avère que Giuseppe, pareil, est un féru de trame. Et donc, à un moment donné, il fallait traiter quand même l'image de façon à ce qu'on contraste. Moi, je voulais du contraste dans mes pages. Et Giuseppe s'est mis à tramer mes pages, en fait. Voilà. Et, pour donner des choses que je ne pouvais pas donner forcément en noir et blanc, voir une lumière, centrer la lumière, vraiment concentrer la lumière. Et donc du coup, il a fait de la pré-prod en fait. C'est du pur compositing ou ce qu'on veut ou en musique du mixage. Voilà, tout d'un coup ça donne une espèce de ton. D'unité. Et d'unité à tout le. On n'a pas l'impression de on change complètement et on reste vraiment dans un. Et pourtant on n'a pas du tout le même style. Par contre on n'a pas, c'est pas prémédité réellement en fait. C'est-à-dire qu'on bosse assez vite finalement tous, sur Anita. Ça s'étale quand même dans le temps parce que Chrome il travaille sur ses pages, elles sont hyper grandes, c'est un boulot hyper long. Moi je travaille pas pareil, je fais des petites cases et je les remonte, tu vois, c'est plus souple. Ouais. Il fait ce que je faisais sur le dernier des Mohicans, c'est-à-dire qu'il fait du montage. Il fait du montage. Ouais. Chrome là il fait du tradi, tu vois, des planches complètes, entièrement ancrées sur la même feuille, quoi, sans collage, rien. Et donc en fait, mais l'unité, pour en revenir à ça, de l'ensemble, en fait, c'est un peu du hasard. C'est un truc qu'on n'a pas calculé. Hein. Je m'en suis aperçu quand on a un peu réuni tous les fichiers. Je les avais envoyés en petit là. Ouais. Et d'un coup, j'ai calculé, je me suis dit, mais en fait, on a fait du noir et blanc coloré de partout quasiment. Et le seul presque truc qui est en couleur, c'est Mimosa. Et il y a super peu de couleurs. Mimosa, en fait. On va en parler de Mimosa, voilà. Super bien. Ouais. Mais la couleur de Mimosa elle est hyper cohérente avec le reste de la maquette. C'est un rouge en fait, il y en a une, voilà, c'est un rouge. Et ce qui fait que finalement on est assez sobre sur. Ah, j'oubliais les post-it, mais ça. Mais tu vois, en fait on est assez sobre sur l'ensemble et effectivement ça donne une espèce de tonalité d'ensemble comme ça, c'est curieux. Peut-être qu'on fera pas la même chose la prochaine fois, je sais pas. Alors, entre les récits déjantés d'Anita et de nos pirates, on voit effectivement apparaître Mimosa. Mimosa, petite fille, adorable, mignonne. Et là, par contre, on est dans le contraste absolu. Qu'est-ce qu'elle représente, Mimosa, dans tout ça? Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée là? En fait, Mimosa, c'est notre fille. C'est de son vrai nom, Marilou.
qui tout d'un coup, à table ou autre, nous fait des sorties, voilà. L'histoire de la Et Kat Palou s'est mis à noter l'espèce de tirade. En fait, les mots d'enfant. Les mots d'enfant, ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Mais j'ai fait ça dès le départ, dès que en fait, même bébé, elle a commencé à s'approprier le langage en fait. Et c'est grandissant, du coup j'ai comme ça des traces de l'évolution de cet enfant qui a un regard un peu décalé aussi sur le monde. Mimosa, elle est très proche de la réalité, de la vraie petite fille d'où elle part, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir beaucoup de carnets de toutes ces tirades sorties d'un peu de nulle part, qui étaient des mélanges d'univers d'enfants mélangés à l'univers d'adultes. C'est une enfant qui vit dans un milieu d'artistes aussi, donc qui est hyper consciente de sa différence, en tout cas au niveau de son monde social à elle. Et puis voilà, je commençais à poster ça un peu sur Facebook, voilà, sur une manière assez privée et tout ça. Et puis en fait, Cromwell il me disait mais voilà, en réécrivant des choses et tout ça, tu peux, faut que t'en fasses des histoires de tout ça, quoi. Voilà, moi je dis oui, c'est super, ouais, t'as raison, mais ça reste quand même quelque chose de très intime, c'était notre histoire à nous en fait, donc je voyais pas comment... On fait un album à part entière. C'est vrai qu'on n'est pas trop blog non plus dans on livre pas nous, ce genre de choses-là, pas de cette façon-là. Et puis chemin faisant, j'ai commencé à réécrire un peu les histoires pour les rendre plus fluides, pour tester aussi et rigoler avec mes copains et tout ça, quoi, sur des choses. Et puis voilà, moi j'ai eu des grands changements aussi professionnels dans ma vie et à un moment donné je me suis dit que j'allais me concentrer un peu plus aussi sur mon travail d'écriture. Et je suis retombée sur Mimosa, sur ce que j'avais déjà baptisé Mimosa à ce moment-là. Et en fait je me suis dit, Mimosa, si je devais la faire, ça serait avec Edith, parce que voilà, Edith c'est quelqu'un dont je travaille depuis plus longtemps que je la connais. Et j'aime cette élégance et ce côté élégant, décalé, que je retrouve aussi chez Cromwell, chez Giuseppe, chez Juliem, voilà, mais qui sont encore des univers très identifiés. Et donc j'ai retravaillé encore parce que je voulais pas contacter, j'en avais parlé à Cromwell en lui disant moi ça serait avec Edith que j'aimerais faire ça, puis il me dit oui, vas-y. Donc je non. Puis en fait si, non, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, je suis repartie à retravailler là-dessus et pour essayer de lui présenter des choses qui étaient un peu lisibles aussi. Et je me souviens, j'ai envoyé ça un jeudi fin de matinée à Edith et elle m'a répondu le jeudi après-midi et le samedi matin elle avait déjà fait 2-3 strips en fait. Et je me suis dit ouais, c'est exactement. Elle a tapé juste quoi. C'était la bonne rencontre, bon moment quoi. Voilà. Donc j'étais hyper contente. Et puis voilà, de fil en aiguille, Cromwell il a vu les strips, on était en train de préparer aussi le numéro 0 d'Anita. Et puis Anita est arrivée à Angoulême, et puis Angoulême, Mimosa a été vue, et puis voilà, puis il y a une éditrice qui est venue vers nous. Donc Mimosa existera de toute façon sous forme d'album à un moment ou à un autre. Elle va vivre sa vie. Ouais, mais pour l'instant elle vit dans le comics, quoi. Ça c'est sûr parce que c'est son œuf en fait. Ouais, puis c'est vrai que ça crée un décalage, quoi. Je l'ai découvert, quoi, tu vois, je connaissais pas en fait. Chrome il m'en avait parlé, quoi. Je les ai découverts quand on a fait la maquette du premier, quoi. Et c'est super marrant, comme décalage, quoi, dans l'ensemble. Ça fait des petites tonalités. Le décalage, il est surtout graphique, mais après dans le propos, il est à mon avis. Si tu retournes dans la réalité, là, je pense avec Mimosa. Ouais. Alors qu'on est vraiment parti sur une histoire complètement... Bon, ça c'est Anita, c'est clair, on est parti sur des histoires complètement déjantées. Et puis on a à côté cette petite fille qui a les 2 pieds sur terre, assise sur sa chaise et qui balance des choses tout à fait claires et évidentes. Donc vraiment ça fait une opposition, je trouve que c'est sympa. Ça donne un espèce de décalage, mais... pas tant que ça. Moi, quand j'ai pensé
quand j'ai proposé de mettre les strips donc dans Anita Bomba Comics, les strips de Mimosa, je pensais au Jeune Albert ou à des choses comme ça, et dans Metal, qui est, voilà, et c'était une espèce de contre-pied aussi à cette méchanceté du Jeune Albert, et une espèce de gentillesse justement. Voilà, on aime bien Métal Hurlant avec Giuseppe et moi, c'est pas du tout la culture de Capalou. Et justement, je voulais faire une espèce de choc comme ça, voilà, une espèce de contraste. On se retrouve avec une pleine page de strip, et moi j'ai fait une espèce de couverture sombre en face, ça te fait un espèce de décalage, et ça c'est super rigolo parce que ça fait une rythmique, tu vois. Qui est très bienvenue et qui est vraiment étrange, marrante. Quoi. En même temps, moi, je ne fais pas de BD pour enfants ou de livres pour enfants. J'aime pas ça. Je suis complètement contre, mais par principe idiot. Mais voilà. Mais et ça me faisait. Et vraiment, ça m'amusait de mettre quelque chose qui, justement, est totalement l'inverse de mon univers. Bon, c'est vrai que ces phrases-là, je les ai entendues la bouche de ma fille, mais elles m'ont fait tellement rire. Il y a tout un truc comme ça de naïveté. Voilà, donc... en me disant, voilà, il va y avoir tout d'un coup un espèce de rythme dans le comics qui est assez intéressant, justement. Finalement, ça s'adresse pas forcément à des enfants, ça s'adresse aussi aux adultes. Oui, comme à toi, c'est les premiers à rigoler. C'est comme envoyé à ma femme aussi. Voilà. Mais comme l'a été Crazy Cat ou d'autres strips comme ça. En fait, c'est vrai que ce genre de truc, c'est complètement naturel, quoi. Il n'y a rien de martien pour nous. Enfin, tu vois, franchement, que des choses très différentes comme ça cohabitent, pour nous, c'est... en tout cas pour moi, je pense que nous, c'est pareil. Il n'y a rien, moi, je trouve on ne que calcule ça... même pas, tu vois, c'est normal, quoi. Si je mettais plusieurs auteurs comme ça, que c'est des choses pour enfants, etc., ça serait noyé dans la masse. Là, tout d'un coup, ça te donne une importance énorme. Tout d'un coup, les gens vont avoir ce rendez-vous avec Mimosa. Voilà, ils iront à la page Mimosa, peut-être avant même d'aller à la page Anita Bomba, quoi. Voilà. Donc, c'est le principe des journaux où justement tu avais ce truc comme ça où tu allais. Le petit strip quotidien. Ouais. Donc t'as comment les adultes ils vont aller à la page Anita Bomba et puis l'enfant il va piquer le comics à ses parents et puis il va lire le strip de Mimosa. Enfin moi dans ma tête c'est un peu ce qui se passe. À mon avis, ça va être même l'inverse, tu vois. À mon avis, les adultes, ils vont être sur Mimosa et t'as tous les gamins, ils vont lire Anita, voilà. Parce qu'il y a vachement plus de trucs plus pervertis. Anita, qu'est-ce qu'elle est devenue pendant ces 8 ans? Ah bah c'était la catastrophe. Hein. C'était la catastrophe pendant ces 8 ans d'absence. Alors voilà, elle a eu sa vie en fait, Anita, pendant ces 8 ans. Donc à part son robot qui lui est resté fidèle, il y a de nouveaux personnages qui arrivent, de nouvelles aventures. Elle a je pensais que tu parlais. Non, je te parle vraiment du personnage. Du personnage. Elle a pas comment il a pendant 8 ans. Voilà. Ouais. Alors le truc c'était que on s'est posé plein de questions, enfin moi je me suis posé plein de questions sur ce que j'allais raconter. On avait des histoires courtes qui étaient prêtes, mais qui étaient prêtes pour à l'époque l'Écho des Savanes, quand l'Écho des Savanes était chez Albin Michel, enfin du côté d'Albin Michel. Et en fait, donc on avait fait des histoires assez trash en fait.
avec Eric, on était dans l'esprit de l'écho des savanes. Là on n'était plus du tout dans ce truc-là. Et je me disais, non, ça va pas tenir le coup. Il y a un moment donné où j'ai pensé faire ces histoires courtes, parce que j'avais rien d'autre sous la main en plus. Donc il y avait ce truc qui était prêt là. Et puis Eric en ce moment fait un autre métier totalement. Donc il a fait une formation qui n'a rien à voir avec la bande dessinée, et il a plus de temps pour écrire, se consacrer totalement à Anita. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai appelé Katmalou à la rescousse, etc. Eric relit évidemment les scénarios, on lui envoie toutes les propositions, voilà. Voilà, donc il est dans la course évidemment toujours, mais on attend son retour aussi. Voilà, c'est important. Donc du coup, je voyais mal Lucie écrire des trucs trash aussi, enfin Katmalou écrire des choses trash, et puis je me suis dit, je vais refaire une histoire, et pourquoi pas dans un esprit feuilleton, carrément dans la tradition de ces feuilletons, voilà, vous voyez. Et puis je me suis dit, jamais on a raconté l'origine d'Anita, d'où elle vient. Voilà, on ne sait pas ce personnage. Oui, c'est une voleuse, mais on ne connaît rien de son passé. Elle ne sait ni lire ni écrire. Et pourtant, elle raconte son journal. Voilà, et donc du coup, je me suis posé plein de questions sur son passé. Et je me suis dit, on va la plonger, on va la mettre face à son passé en fait. Et nous-mêmes, on va découvrir pourquoi elle est là, qui elle est vraiment, etc. Voilà, et donc du coup, c'était la base du pitch, de cette histoire en fait, qui va s'appeler donc, ça va s'appeler le nouveau journal d'une emmerdeuse, mais futur simple, passé décomposé. Voilà, donc du coup, quel sera tout est ouvert. Quel sera le rythme de parution? Alors c'est deux comics par an, parce qu'on a chacun nos boulots, donc c'est compliqué. On accélérera peut-être par la suite, voilà. En tout cas, l'objectif c'est en faire 2 par an pour l'instant. Et donc tu nous confirmes bien que les anciens numéros, enfin les anciens albums d'Anita, tu les ressors aussi? Je les ressortirai, mais tout ça va s'étaler sur 5 ans. Voilà, on a du boulot. 5 ans de plaisir à vivre avec. Et remonter avec du remontage en plus. Et je vais redessiner des scènes. Enfin, ça sera un boulot monstre. Mais pour l'instant, on se concentre là-dessus. Moi, j'ai envie que ça se passe tranquillement. Je suis pas dans l'urgence là-dessus. Je suis pas du tout dans l'urgence. Je pense pas que Giuseppe ou Katmalou soit aussi dans l'urgence. C'est une erreur aujourd'hui. Il faut balancer les séries à toute vitesse. Les gens ne savent pas attendre, etc. Là, ça nous permet, parce que les gens puissent attendre, puis on leur donne des nouvelles régulièrement. Voilà. Le numéro 0, tu as créé l'envie, c'est clair? Ouais. Celui-là était très attendu. Alors au départ on pensait faire... alors le numéro 0 c'était une espèce de making-of, une mise en bouche pour le scénario. Voilà, on commençait à donner des vraies fausses pistes ou des
C'est vachement ouvert en fait. Oui, puis ça c'est des choses aussi qu'on discute avec Akileos, avec qui on est en collaboration sur ce comics-là. Donc il y a aussi des choses qui nous apportent, voilà, qui viennent aider à la décision. Oui, mais en même temps, aucun éditeur ne peut faire ça. C'est pas possible. Un éditeur, enfin je parle des gros éditeurs, ils peuvent pas faire ça, c'est pas possible. Ils ont des structures, ils ont des collections, etc. Et c'est pas possible d'aller faire ça chez eux. Là, tout est possible. Akileos a quand même, voilà, ils ont déjà fait Chaos Team sous cette forme-là. C'est vrai, c'est exact. C'est exact. Ouais. Donc voilà, ils ont peut-être déjà. Oui, c'est pour ça que ça leur posait pas du tout de problème de faire ça en fait. Et d'ailleurs, ils nous laissent totalement libres, comme ils laissent leurs lecteurs assez libres, leurs auteurs assez libres. Moi, c'est pour ça que je voulais travailler avec Akileos. Et puis c'est une vraie coédition, c'est-à-dire que on en parle, mais en fait, ils nous laissent complètement carte blanche. Hein. Franchement, ils font partie des premiers lecteurs en fait. Tu vois, en numérique, quand on est en train de forger le truc, on balance la couve, quelques pages, enfin voilà, ils découvrent aussi en premier, quasiment un peu en même temps aussi qu'on les fait. Voilà. Donc ils font vachement confiance en fait. Au début, enfin c'était surtout quand on avait fait l'artbook. Qu'ils étaient un peu incertains, ils savaient pas trop ce qu'on allait tomber comme machin quoi. Il y a le boulot de Chrome, voilà, mais après comment on allait mettre en forme, tu vois, on savait pas trop. Comment le maqueter, voilà. Et c'est vrai qu'après ça, en fait, là le comics, ils ont aucune inquiétude du tout quoi. Voilà, en fait, c'est le résultat quoi. On trouve des choses. Puis la maquette, par exemple, de couverture du artbook. Quand tu bosses une couverture dans une boîte d'édition, en général, tu as affaire à un graphiste, mais qui n'est pas du tout en phase avec toi. Tu essayes de lui expliquer des choses, il va te ressortir quelque chose qui est pas du tout... à la limite, il s'en fout de ce que tu lui dis, il va faire son truc. Là, c'est pas le cas entre Giuseppe et moi. Par exemple, la couverture du artbook, moi je lui avais demandé, je veux du classique, avec du rock'n'roll et du Barros. Et dans le style graphique. Et voilà, j'ai tout eu sur la couverture et sur l'ensemble, même le cadre de coude et dos du artbook. Donc ça, chez un éditeur, un gros éditeur, ça fonctionne pas. Ils ont leur équipe de graphistes et ils ont leurs habits, ils sont dans la routine. Là, je voulais vraiment quelque chose de particulier. Et quand j'ai compris que Joe, il allait encore plus loin que ce que... il est allé beaucoup plus loin que ce que j'espérais. Il y a eu des propositions de folie, tu vois, dans les maquettes, voilà. Et moi, ce que j'aime dans ces cas-là, c'est que le graphiste, tu sens il s'amuse. Là, il s'amusait avec les propositions que j'avais faites, tu vois, dans la description. Au départ, tu as même des propositions totalement improbables. Mais moi, j'aime bien être surpris, justement. Mais il y a une espèce de truc où on est vraiment en phase sur... Ouais, et puis c'est vachement ludique, tu vois, quand les couves des comics, quand on les met... quand on commence à y gamberger, parce qu'on fait quand même à l'avance, vu que Chrome il fait tout le temps comme ça, et c'est lucide quoi, et quand on commence à les faire, il y a l'image qui arrive et tout ça, puis après, moi j'ai le noir et blanc, et donc il faut commencer à maquiller, donc il faut mettre des couleurs et tout ça, et en fait là on est de plus en plus libre en fait par rapport, enfin moi je me sens totalement libre, aucune
C'est-à-dire, et c'est là où tu fais quelque part les propositions les plus pertinentes que tu es apte à faire, à ce moment-là en tout cas. C'est le seul contexte qui peut, en tout cas pour moi, me permettre de faire le meilleur quoi, de ce que je peux faire, en tout cas à ce moment-là. Et les couves, quand tu commences à donner des coups de souris en travers du dessin, sans suivre du tout le dessin, donc tu le respectes pas immédiatement comme ça, mais ça va contribuer à le mettre en valeur. En fait, tu prends à contre-pied complètement tout le processus habituel. Et c'est là où tu vas tomber sur des pistes auxquelles tu n'aurais jamais pensé. C'est de l'impro, et en fait, on arrive finalement à retomber sur nos pattes et c'est carré. Donc il y a un peu de magie dans tout ça, et c'est ça qui est vachement intéressant, quoi. Ce que j'ai trouvé avec Giuseppe, il a eu une espèce de malgré, toute on a l'impression qu'il déstructure mon dessin, etc. Il n'empêche que le logo est toujours là. Le logo, il a bien compris que le logo que j'avais fait au début, c'est-à-dire en 93, avant que les albums sortent, j'avais créé le logo d'Anita Bomba. Je veux dire, ce logo, il tient le coup depuis des années. Donc, et là, tout d'un coup, il a poussé encore plus loin en lui donnant une cohérence avec la maquette générale. Voilà. Donc du coup, c'est assez fou de voir quelque chose, tu vois, qui était finalement, tu te dis bon, on va tout changer, le logo, etc. Ouais, ça t'en fait le doute. Hein. Et moi, je pensais que, tu vois, ça allait sauter ce logo, et en fait non, il a été, oui, c'est très respectueux, enfin, je trouve de sa part d'avoir gardé ça en fait, et en donnant un relocage total à l'imagerie d'Anita Bomba en fait. En tout cas, le résultat est superbe. Merci beaucoup à tous les trois. Merci de nous avoir accordé cet entretien, c'était vraiment très très agréable. Merci. Merci beaucoup.